Nouvel invité à présent à mes côtés depuis le stand Bismart à l'occasion de cette convention patrimoniale qui se tient cette semaine à Lyon. C'est Jean-Denis Bachot, le responsable Europe de l'Ouest de Fidelity International. Jean-Denis, bonjour. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. On parle avec vous de la montée en puissance, d'un nouveau phénomène dans l'univers des ETF au sens large, la montée en puissance des ETF actifs. Vous êtes une des sociétés de gestion mondiale. Alors j'inclus la partie américaine de Fidelity qui est indépendante de Fidelity International, mais si on prend les deux, vous êtes une société de gestion mondiale en pointe dans la démocratisation de ces ETF dits actifs, Jean-Denis. Peut-être qu'il faut redonner un petit peu ce que l'univers des ETF actifs représente aujourd'hui dans le monde, les dynamiques de croissance et qu'est-ce qui soutient cette croissance du marché des ETF actifs. Bien sûr. Alors effectivement, les ETF, c'est un marché énorme puisque ça représente au niveau mondial 14 000 milliards d'actifs sous gestion. Les ETF actifs, c'est encore le petit bébé dans cet environnement puisqu'ils représentent seulement 1000 milliards. Moins de 10% pour l'instant. Absolument. C'est ça. Néanmoins, quand on regarde le taux de croissance des ETF actifs, au niveau mondial, c'est supérieur de 3 fois globalement aux ETF passifs qui en termes de stock, oui, sont plus importants, mais la dynamique est bien sur les ETF actifs, un peu plus d'ailleurs en Europe qu'aux États-Unis aujourd'hui ou en Asie. Parce qu'on parle plus loin en Europe, c'est ça, Jean-Denis? On parle d'un peu plus loin en Europe, effectivement, ça s'est démocratisé entre guillemets il y a quelques années de cela, mais on voit aujourd'hui beaucoup de sociétés de gestion effectivement qui se lancent sur ce créneau et pour de bonnes raisons. Ouais. C'est quoi les vecteurs de cette démocratisation? Qu'est-ce qui génère de la demande pour ces ETF actifs dans un univers qu'on pensait être un univers de gestion passive historiquement, Jean-Denis? Globalement, je dirais, peut-être au-delà de l'enveloppe ETF, la première tendance que nous avons pu remarquer, que ce soit aux États-Unis ou aujourd'hui en Europe, c'est la volonté de certains clients, sur la partie corps de leurs allocations, d'aller sur des stratégies avec des tracking errors, donc des risques par rapport à l'indicateur de référence qui sont un peu plus faibles, un peu plus serrés. C'est-à-dire, oui pour de la surperformance, mais un contrôle des risques très très maîtrisé et en particulier sur les risques factoriels, les risques de style de gestion. Donc des approches, je dirais, un peu plus systématiques, quantitatives, de manière à avoir un niveau de risque un peu plus faible. Deuxième élément clé, le problématique du prix, en particulier avec Value for Money, où il y a certains acteurs qui, pour respecter en fait les problématiques de Value for Money, ont dû réduire la composante prix de la partie corps de leur portefeuille en allant sur des stratégies non pas indicielles, non pas de réplication d'indices, mais à tracking error un peu plus faible, comme les ETF actifs, de manière à pouvoir répondre à ces problématiques de tarification. Il y a un dernier élément aussi, plus en lien avec l'ESG, qui est de pouvoir aussi ticker la box SFDR8 que l'on peut retrouver sur ces stratégies d'ETF actifs et que l'on n'a pas forcément sur de la réplication d'indices, de grands indices. Ouais. Qu'est-ce que Fidelity apporte à ce marché? C'est quoi la position de Fidelity sur ce marché aujourd'hui, Jean-Denis? Et qu'est-ce qu'une boîte qui vient de l'analyse fondamentale, justement, apporte à ce type d'enveloppe active? Globalement, pour Fidelity, aujourd'hui, c'est une stratégie extrêmement importante au niveau européen. C'est vraiment une orientation très stratégique de la maison. C'est pour ça qu'on lance de façon très régulière des ETF actifs aujourd'hui. Parfois que nous déléguons à Fidelity Investment aux États-Unis d'ailleurs, où on va chercher le meilleur de Fidelity Investment aux États-Unis et que l'on importe pour nos clients européens. On y a accès en Europe. On y a accès en Europe. Et nous avons lancé récemment des stratégies small cap US ou large cap core en s'appuyant sur cette stratégie, sur ces stratégies qui viennent des États-Unis. Ce que l'on apporte, c'est avant tout notre ADN de base de gérant actif et notre recherche fondamentale. En fait, il y a une véritable économie d'échelle aussi pour nous à aller sur ces stratégies-là parce qu'on ne va pas réinventer la poudre en fait. On va réutiliser notre plateforme de recherche et nos convictions d'investissement de nos analystes et on va juste les imbriquer dans un processus d'investissement plus contraint en termes de risque avec des niveaux de tracking error plus faibles pour pouvoir répondre aux besoins de certains investisseurs qui ne sont pas à l'aise à avoir des tracking errors trop élevés, des actifs monnaie trop importants. Et donc, c'est répondre à une partie du marché au travers de notre ADN de gestion active et de notre plateforme de recherche traditionnelle. Comment vous arrivez à convaincre effectivement les partenaires qui sont là autour de nous, à Patrimonia, CGP, Family Office, Multifamily Office, qu'est-ce qu'ils demandent et comment vous répondez à leurs besoins justement avec ces solutions ETF actives?
Alors étant un Patrimonia, effectivement, aujourd'hui, il y a l'éléphant au milieu de la pièce qui est le sujet des rétrocessions. Effectivement, quand vous êtes sur notre stratégie, une des stratégies les plus commercialisées aujourd'hui, qui est le fonds Enhance US Research, donc sur le MSCI USA, la tarification du véhicule est de 20 points de base. Donc non, il n'y a pas de rétrocession. Mais ce que je dis toujours, c'est qu'on peut utiliser ce type de véhicule dans des enveloppes de gestion sous mandat pour des conseillers de gestion de patrimoine et se rémunérer sur l'enveloppe plutôt que de se rémunérer sur le sous-jacent. Dans quelle mesure c'est une concurrence pour des fonds de gestion active traditionnels? On en avait déjà parlé l'an dernier, mais vous ne voulez pas opposer les deux. Pourtant, on se dit qu'un ETF actif, avec des frais beaucoup moindres, tracking error beaucoup plus serré, a tout pour venir remplacer justement des fonds de gestion active aujourd'hui. C'est vrai, et il y a certains acteurs qui passent de l'un à l'autre, effectivement. Mais qu'est-ce qui va se passer, je pense, si on se projette à un plus long terme? On aura toujours de la gestion active, avec de la tracking error élevée, des portefeuilles de conviction, des portefeuilles très concentrés. Il faut surperformer, et c'est ce qu'on essaye de faire. C'est le métier. Après, il faut bien voir que sur la partie core, comme je le disais, il y a besoin d'avoir des approches de risque plus concentrées, plus serrées. Ça répond à cette partie-là du marché. Donc, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, on ne propose pas, et on n'a pas vocation à proposer, des stratégies actives traditionnelles sous format fonds et de les répliquer dans un ETF. Ce n'est pas l'objet. On utilise véritablement ces approches qui sont des approches systématiques, où on va chercher les meilleures idées, comme aux États-Unis, de nos gérants actifs, et on va les packager à l'intérieur d'une approche systématique, quantitative, pour diminuer les risques factoriels. Mais c'est vraiment, et c'est en cela que je dis que ce sont deux approches qui sont complémentaires et que l'un ne fait pas véritablement concurrence à l'autre. Je pense qu'on aura toujours du core avec risque un peu plus élevé, core à risque un peu plus faible, et puis satellite à risque très élevé. Et je pense que les allocations continuent de se répartir de la sorte. Comment vous voyez la séquence de démocratisation, puisque c'est le sujet, même si on a compris que voilà, il y a encore beaucoup de place pour le développement de ces ETF actifs, ça passe forcément par des intermédiaires, type encore une fois CGP, CIF, banquier conseil éventuellement, ou est-ce que ce sont des produits qui sont, j'allais dire, à un moment directement destinés au grand public, comme le sont aujourd'hui les ETF traditionnels passifs? Alors, on voit globalement dans le cadre des néobanques et des acteurs plus digitaux l'appétence pour les ETF globalement, pas forcément actifs d'ailleurs, plutôt en gestion passive. Je pense que ça se développera aussi sur les ETF actifs parce que en particulier chez les jeunes, il y a la volonté d'aller plus sur ce type de véhicule. Je dirais que aujourd'hui le vrai sujet, la démocratisation, elle passe déjà par notre petit écosystème de sélection où pour des sélectionneurs de fonds, l'ETF actif est quand même aujourd'hui encore un peu un animal hybride et qu'il y a pas mal de réflexions chez les sélectionneurs de fonds de savoir comment est-ce qu'on va gérer les ETF actifs dans les buy lists. Est-ce qu'on le traite comme un ETF passif? Ce que je ne pense pas parce que ça n'a rien à voir avec un ETF passif. À partir du moment où il y a de la tracking error, il y a un risque et donc il faut réussir à le gérer, à mon sens, comme un OPCVM traditionnel actif. Et donc, ça demande un peu d'ajustement aussi au niveau des sélectionneurs pour intégrer les ETF actifs dans leur démarche de sélection. Ce n'est pas la même manière de sélectionner un ETF dit passif et un ETF dit actif. C'est ça, pas du tout. Absolument. On doit véritablement aller dans le cœur du moteur. À partir du moment où vous avez de la tracking error, même si c'est un moteur systématique, il faut comprendre la récurrence de l'alpha. Et donc, il faut rentrer dans le moteur. Je dirais que le déclencheur d'achat, d'ailleurs, est beaucoup moins aujourd'hui sur les ETF actifs, la liquidité en continu, que le prix et l'alpha, la capacité d'alpha récurrent. Et le sous-jacent et le moteur du produit. Merci beaucoup Jean-Denis. Jean-Denis Bachot avec nous, le responsable de l'Europe de l'Ouest de Fidelity International depuis cette convention Patrimonia évidemment à Lyon.